Franck Ferrand sur Europe 1, au cœur de l'histoire. Et c'est un des personnages les plus célèbres de l'histoire de France que Franck Ferrand a choisi de ressusciter pour nous cet après-midi. Bonjour Franck. Bonjour Anissa, bonjour à tous. Plusieurs ouvrages viennent de paraître sur cette haute figure du Moyen-Âge que notre auditeur Envel Ohan souhaitait voir évoquer. Je veux parler de Bertrand du Guesclin. Pour nous aider à mieux le comprendre, j'ai demandé à Madame Claude Govard, grande médiéviste, de se joindre à nous. Et tout à l'heure, à la fin de l'émission, je répondrai à la question de Linda sur l'origine de l'expression « revenons à nos moutons ». Alors, nos moutons, pour le moment, ce sont les soldats français et anglais qui, en cette fin de Moyen-Âge, se battent pour la souveraineté des terres de l'Ouest. Europe 1, au cœur de l'histoire. Franck Ferrand. C'est en 1370 que Bertrand du Guesclin rentre en France. Il se sait très attendu. Il était tout un temps parti guerroyer en Espagne. À ce moment-là, en 1370, le conflit avec l'Angleterre a repris et les combats qui vont suivre portent un enjeu on ne peut plus décisif puisque la couronne de France espère bien laver les désastres retentissants qui ont marqué le début de ce qu'on appellera plus tard la guerre de 100 ans. En effet, seulement 10 ans plus tôt, au moment du traité de Brétigny, le royaume de France a dû accepter des concessions pour le moins humiliantes, des concessions en grande partie territoriales. C'est bien simple. Toute la Guyenne, le Poitou, le Périgord et même jusqu'au Rouergue, tout ça est passé sous le contrôle des Anglais. Pour tenter de récupérer les immenses régions perdues, le roi Charles V ne peut faire appel qu'à des hommes sûrs, efficaces, et c'est à ce moment-là que le nom de l'expérimenté Bertrand du Guesclin s'impose à son esprit. Il l'a déjà vu maintes fois faire merveille sur le terrain militaire depuis l'époque où il servait son père, le roi Jean II, Jean le Bon, vous savez, celui qui a été fait prisonnier à la bataille de Poitiers. Au moment où il arrive en France, Bertrand est déjà âgé d'environ 50 ans. C'est un homme toujours en bonne forme physique et, disons-le, d'une apparence un petit peu particulière. Voilà ce que nous en dit Georges Minois. C'est un petit homme noirot et laid, avec une tête toute ronde, un nez camus, des yeux verts, les cheveux touffus et courts, grisonnants. Le cou est étonnamment court et épais, si bien que le chef semble planté directement sur le tronc. Les épaules sont larges, le corps trapu, les bras trop longs pendant presque jusqu'aux genoux. On ne peut pas dire que ce soit un portrait vraiment flatteur. Le valeureux soldat, à peine de retour, sait tout de suite se rendre utile. Il rejoint le duc d'Anjou. Le duc d'Anjou, c'est le frère du roi, le frère de Charles V. Il le rejoint à Moissac dès juillet 1370. Et avec lui, à ses côtés, il se lance dans une offensive militaire vers le Périgord. Déjà, les résultats sont là. Plusieurs places anglaises tombent et l'avancée française est pleine de promesses. Évidemment, Charles V est satisfait de ses premiers faits d'armes, mais il attend bien plus de son serviteur si doué qu'il convoque à Paris. Il compte lui confier une responsabilité lourde, il compte en faire le connétable de France, c'est-à-dire le premier soldat du royaume. Honneur formidable pour le chevalier breton qu'est Bertrand. Un tel choix, une telle faveur, on l'imagine bien, peuvent susciter des haines, des envies et sans doute dans l'entourage royal quelques interrogations. Voici ce que note Sophie Brouquet. Si l'on en croit Froissart, Charles V aurait balayé toutes les objections en mettant en avant l'efficacité, la fidélité et la réputation de du Guesclin. Cette décision est aussi celle d'un fin politique. En nommant Bertrand connétable, le roi choisit à la fois un homme qui a fait ses preuves sur le terrain et un simple soldat incapable de lui porter ombrage. Ça, c'est un des aspects très importants de la carrière de celui que nous allons évoquer aujourd'hui. Et bien entendu, nous en parlerons tout à l'heure avec Claude Govard. Alors, Bertrand, qui dans un premier temps a un petit peu hésité, forcément, Bertrand accepte de recevoir l'extraordinaire épée de connétable. Il ne s'attarde pas à la cour, bien entendu, c'est un homme de terrain. Il se doit d'agir vite. Il se rend à Caen pour regrouper des soldats, pour préparer son offensive
Et justement, il ne tarde pas à apprendre qu'une armée anglaise est là, dans le Maine, qui cherche à gagner la Bretagne. C'est une occasion à ne pas manquer pour Bertrand. Il faut faire un coup d'éclat, il faut tout de suite marquer son entrée sur la scène des combats. Il mise sur la mobilité de sa petite armée. Vous savez, il a vraiment une petite armée très rapide, très mobile. Et il fond littéralement sur les Anglais, qui pourtant sont assez loin au sud. Arrivé près de Pont-Valin, nous sommes le 4 décembre 1370. Bertrand sait qu'il est tout proche des troupes ennemies, qui ne l'attendaient pas aussi vite, évidemment. Et pour éviter que ces hommes ne soient repérés à cause des reflets du soleil sur les armures, il leur donne l'ordre de couvrir leurs casques de tissu. Georges Minois le raconte, ainsi camouflés, les troupes à pied arrivent à quelques centaines de mètres du camp anglais, où l'on s'éveille à peine. Brusquement, les clameurs montent. Montjoie, Notre-Dame, du Guesclin et quelques centaines de furieux surgissent des bois et fourrés et se ruent sur le camp. La surprise est complète. Évidemment, les Anglais vont faire ce qu'ils peuvent pour essayer de résister. Les épées s'entrechoquent, les coups s'échangent sans concession. Mais les troupes de Bertrand, qui sont bientôt aidées par des renforts, ces troupes ne faiblissent pas et la victoire est entière. Pour celui qui n'est jamais connétable que depuis 2 mois, somme toute, c'est une réussite quand même assez remarquable. Alors, bien sûr que Bertrand du Guesclin ne va pas en rester là, il entend bien pousser son avantage, il s'empare assez vite de plusieurs petites places, il se met à harceler les troupes anglaises présentes dans la région et sa tactique semble inspirée en partie par le peu de moyens dont il dispose. C'est une tactique efficace, hein. On est loin de ces espèces d'immenses armées de chevaliers lentes et difficiles à diriger qui sans doute sont une des clés pour expliquer les défaites françaises à cette époque. Bertrand est à la tête de quelques centaines de combattants, hein, disons-le. C'est un chef de bande d'une certaine manière. Il frappe ses ennemis avec une mobilité déconcertante. Autant le dire, le cauchemar des Anglais ne fait que commencer. La bande originale du film Jeanne d'Arc, le film réalisé par Luc Besson, et cette musique composée par Éric Serra à l'instant sur Europe 1. Franck Ferrand, 14h, 15h sur Europe 1. Et cet après-midi, Franck Ferrand, vous avez décidé de ressusciter un personnage célèbre de l'histoire, peut-être un peu trop oublié. Bertrand du Guesclin est à l'honneur cet après-midi sur Europe 1 et ses débuts d'ailleurs de connétable. Après ses débuts
tonitruant de connétable, Bertrand du Guesclin va traverser quelques mois un petit peu plus difficiles pendant le cours de l'année 1371, mais les conditions sont réunies pour permettre à la France de nouveaux succès. Les Anglais ont été affaiblis et en revanche, on voit régner entre Bertrand, les frères de Charles V, le breton Olivier de Clisson également, on voit régner une véritable entente. Olivier de Clisson est lui aussi au service du roi et tous sont amenés à agir de concert sur le terrain militaire. De plus, le connétable bénéficie de la confiance pleine et entière du souverain. Sa stratégie de grignotage progressif du territoire anglais sur le continent est judicieuse, elle plaît au roi. Et une fois achevé l'hiver 1372, le connétable va lancer une campagne contre le Poitou. Rapidement, les premières forteresses anglaises cèdent. L'homme décidément sait mener les sièges avec brio, ça aussi on y reviendra, c'est l'homme des sièges évidemment, Bertrand du Guesclin. Il n'hésite pas à assortir sa bravoure au combat de toute une ruse et même d'une certaine férocité, il faut bien le dire. Il profite aussi d'un ascendant psychologique sur ses adversaires puisque en s'emparant avec de places qui par ailleurs sont modestes, il en pousse de plus importantes à négocier pour se rendre sans que le sang n'ait coulé. En quelque sorte, sa réputation joue un rôle non négligeable dans l'avancée des troupes françaises. Et la progression de du Guesclin et de ses hommes est assez fulgurante. Poitiers a un temps tergiversé, mais finalement, la ville ouvre ses portes en août. Ce sera ensuite au tour de Saint-Jean d'Angély, d'Angoulême, de Saintes ou encore de Pons, qui tombent donc dans l'escarcelle du roi de France. Même le port de La Rochelle, ce port tellement important pour contrebalancer la mainmise que conservent les Anglais sur Bordeaux, tout cela, finalement, ne fait qu'une grande victoire. Sophie Brouquet le note, en quelques mois, la stratégie du connétable a renversé la situation militaire du royaume, ramenant les possessions anglaises aux frontières précédant le traité de Bretigny. Tous les gains territoriaux acquis par Édouard III et le Prince Noir sur les champs de bataille de Crécy et de Poitiers sont annulés. Ça, c'est quand même extraordinaire. Vous savez, quand on pense qu'une situation est désespérée et qu'on la voit se rétablir contre toute raison, reste à s'occuper des poches de résistance. Il faut encore mener là des batailles qui vont être rudes, bien entendu. Et globalement, en 1374 même, on peut dire que les Anglais n'auront plus sur le continent qu'une solide part de la Guyenne et puis leur fameuse tête de pont calaisienne, bien entendu. Mais enfin, Calais, c'est vraiment une autre affaire. Charles V ne peut que se féliciter d'avoir choisi pour connétable ce fidèle du Guesclin. Un autre théâtre d'opération va bientôt occuper notre homme, parallèlement, si je puis dire. Un terrain qu'il connaît bien puisqu'il en est originaire, c'est la Bretagne. À cette époque, le duc de Bretagne, la Bretagne ne fait pas directement partie du royaume de France, elle n'en fait même pas partie du tout, en vérité. Le duc de Bretagne se nomme Jean IV, il est, précisons-le, dans une situation très désagréable. D'un côté, il dépend complètement des Anglais qui l'ont aidé à obtenir sa couronne et qui détiennent un prétendant à son duché. Mais de l'autre, le roi Charles V reste son suzerain, même si les liens féodaux qui les lient sont assez ambigus et sont très amoindris par rapport à ce qu'ils ont pu être 2 siècles plus tôt. La France, surtout, est un voisin beaucoup trop puissant pour n'être pas redouté. Et comme le conflit franco-anglais a repris, Jean IV de Bretagne sait très bien qu'il va lui falloir prendre parti. Alors il choisit l'Angleterre par un traité secret, traité que les hommes de Bertrand auraient trouvé, raconte-t-on, en fouillant les malles de la duchesse de Bretagne qui avait été saisie sur une route. Voilà qui fait quand même mauvais genre. Quand je vous disais qu'on avait affaire à une bande de garnements plus qu'à de preux chevaliers, voyez un peu à quoi je fais allusion. Face à cette trahison, Charles V se montre d'abord assez magnanime, mais le conflit finit par éclater. Bertrand part en campagne sur le territoire breton et il va forcer Jean IV à fuir de l'autre côté de la Manche, à aller se réfugier chez ses alliés anglais. Bien entendu, ni lui, ni le roi d'Angleterre n'entendent en rester là. Il faut rabattre le caquet de ces Français qui se croient décidément un peu trop en position de force. Et c'est comme cela qu'en 1373, les Anglais se lancent dans un de leurs exercices favoris, la chevauchée à travers le royaume de France, avec pour but de semer la destruction partout sur leur passage. Et bien sûr, Jean IV de Bretagne est là, il est de la partie. L'armée anglaise part de Calais, c'est une armée très importante, elle a vraiment de quoi effrayer, mais
Charles V, qui ne porte pas par hasard son surnom de sage, n'est-ce pas, qui est un roi prudent, Charles V dispose d'une stratégie qu'il a déjà appliquée avec succès, éviter à tout prix une grande bataille qui serait beaucoup trop risquée, quitte à harceler les ennemis au coup par coup et à les laisser divaguer, à les laisser se fatiguer tout seuls. Georges Minois précise: des ordres sont envoyés aux villes et châteaux du nord du royaume, rentrez les récoltes dans les villes, barricadez-vous et surtout ne sortez pas, laissez passer l'orage. Cette stratégie d'évitement, qui est évidemment là encore assez éloignée de l'idéal des chevaliers, qui est assez éloignée de l'idéal du roi Jean, qui était le père de Charles, cette stratégie suscite un certain nombre de mécontentements, à commencer par ceux des paysans qui, faute de protection, ne peuvent que subir la chevauchée. Après tout, les nobles sont censés les défendre dans la structure de la société de l'époque. Mais quoi qu'on dise, tout ça fonctionne. Les troupes anglaises ne parviennent pas à réunir assez de butin, elles s'épuisent, elles doivent quitter la France piteusement. Et finalement, en 1375, alors que des combats ont repris notamment en Bretagne, une trêve est négociée entre France et Angleterre. Elle ne va pas s'éterniser. On va revoir Bertrand sur les champs de bataille très bientôt. Mais cette fois, certains vont douter de ce qui est pourtant l'une de ses qualités les plus importantes, sa loyauté envers le roi. Si vous aussi vous êtes inspiré par la personnalité de Bertrand du Guesclin, n'hésitez pas à nous laisser vos messages sur la page Facebook Au cœur de l'histoire. Vous pouvez également tweeter jusqu'à 15h avec le hashtag ACDH. Franck Ferrand revient dans un instant. Europe 1, au cœur de l'histoire. Franck Ferrand, 14h, 15h sur Europe 1. Et cet après-midi, avec vous, Franck Ferrand, nous sommes au cœur du XIVe siècle, au cœur de l'histoire de Bertrand du Guesclin, qui connaît de nombreux succès. Il faut imaginer maintenant Bertrand croulant sous les honneurs. Il a reçu toutes sortes de fiefs de la main du roi Charles V. Il est un chef militaire charismatique, universellement redouté. Il n'en a pourtant pas fini avec le succès, avec la gloire. L'énième reprise du conflit avec les Anglais lui offre de nouvelles occasions de servir brillamment son roi, et d'autant plus que l'Angleterre est dans une situation de plus en plus fragile. Je parle là sur le plan politique. Le vieux roi Édouard III est mort et il y a une période de régence après sa mort, et en 1377, Bertrand va participer à une nouvelle campagne contre la Guyenne anglaise. Les succès sont nombreux, les Français s'approchent même très près de Bordeaux. On peut dire à ce moment-là que Bertrand est au sommet de sa gloire, il est à l'apogée de sa carrière. Mais voilà la situation qui se complique dans l'instable Bretagne. Après de multiples rebondissements, Charles V prend une lourde décision. En réponse à la fameuse félonie du duc de Bretagne, de Jean IV, il décide de confisquer la terre de son vassal, qui a un peu trop récidivé à ses yeux. C'est une annexion, en quelque sorte, dont la légitimité juridique fait débat, bien entendu, et qui va susciter de grands remous au sein même du duché, puisqu'un certain nombre de seigneurs s'y opposent avec force, pas tous. Il ne faut pas y voir un patriotisme anachronique. En vérité, les nobles bretons craignent surtout qu'un pouvoir trop puissant, trop structuré comme celui du roi de France ne mette son nez dans leurs affaires, dans leurs privilèges. Les questions fiscales ne sont jamais loin dans tout ça, vous savez. Finalement, quand Jean IV débarque dans son duché, on est là à l'été 1379, il est le bienvenu pour un certain nombre de Bretons. Il est accompagné de son armée, bien entendu, le voici dans la région de Dinan. Très vite, Bertrand du Guesclin et ses troupes lui font face, et ce sont maintenant les deux vieux rivaux, les deux vieux ennemis qui vont s'affronter. Ils sont là tout proches. Pourtant, l'affrontement n'a pas lieu, ce qui suscite des commentaires à la cour de France, où Bertrand a bien des adversaires, évidemment, comme tous les gens en vue, vous l'imaginez. Le connétable breton est-il aussi fidèle que le roi le croit ? Est-ce qu'il ne serait pas en train de nous trahir ? Mais comme le souligne Minois, Bertrand jouit aussi de l'appui de puissants alliés dans l'entourage immédiat de Charles V. Au cours d'une entrevue privée avec le roi son frère, le duc d'Anjou défend la cause du connétable. Ayant souvent combattu à ses côtés, il le connaît bien et a pour lui beaucoup d'estime. Bertrand, dit-il, est un homme simple, un peu fruste, mais d'une loyauté à toute épreuve, incapable d'un double jeu. Et le roi est convaincu. Non,
Bertrand n'envisage pas de changer de camp, simplement, il s'est montré prudent, il veut voir comment évolue la situation et finalement, on va s'orienter à l'automne 1379 vers une trêve. Quelques mois plus tard, alors que la tension en Bretagne reste très vive, Bertrand est envoyé sur un tout autre terrain d'opération. Alors là, il a une autre mission un peu curieuse. Il s'agit d'aller reprendre des forteresses occupées par des routiers, disons des brigands, pour les appeler par leur nom, des gens qui sont en train de semer la terreur en Auvergne et dans le Velay. Comme à son habitude, le vieux connétable de 60 ans s'attelle à cette nouvelle tâche avec énergie, avec opiniâtreté. Il entend bien enchaîner les sièges victorieux. On le voit fin juin 1380 avec ses hommes face à Châteauneuf de Randon. C'est une place qui est située à environ 1300 mètres d'altitude. C'est un petit nid d'aigle. Le siège a l'air de se mettre en place de façon assez satisfaisante, mais dans les premiers jours de juillet, alors qu'il fait une chaleur terrible, Bertrand, dit-on, boit de l'eau trop fraîche. On a souvent vu ça dans l'histoire. Il tombe malade. Est-ce que c'est une congestion pulmonaire? Est-ce que c'est une infection digestive? Tout ça est difficile à dire. En tout cas, son état est bientôt préoccupant. Certes, un vieux militaire comme lui en a vu d'autres. Mais cette fois, on ne tarde pas à comprendre autour de lui que c'est différent. Lui qui a survécu à tant de batailles sanglantes, à tant d'assauts intrépides, le voilà démuni face à la mort qui approche. Alors il fait rédiger son testament, il appelle le maréchal de Sancerre qui ne tarde pas à le rejoindre à son chevet. On raconte que Bertrand désigne son épée de connétable, celle-là même que le roi Charles V lui avait confiée. Et il dit, c'est Sophie Brouquet qui nous le raconte, « Maréchal, je laisse l'épée de France sous votre garde, c'est une bonne épée, ramenez-la au roi et rappelez-moi à lui et à tous les barons de France et demandez-leur de prier pour moi car désormais mon temps est passé. » Bertrand du Guesclin, en effet, est emporté par la maladie le 13 juillet 1380 au pied de la dernière forteresse qu'il aura assiégée. Celle-ci d'ailleurs ne va pas tarder à se rendre, ce qui va offrir à Bertrand du Guesclin sa toute dernière, son ultime victoire. On peut imaginer la tristesse du roi lorsqu'il apprend la mort de son loyable connétable. Ce serviteur a tant fait pour aider Charles V à remettre sur pied une France affaiblie, une France humiliée. La peine royale est certainement à la hauteur de l'honneur qu'il lui offre alors. C'est Claude Gauvard qui nous le raconte. Le roi décide, hommage suprême, de faire enterrer Bertrand du Guesclin dans la prestigieuse nécropole royale de Saint-Denis. Bonjour Claude Gauvard. Bonjour. J'ai raconté, si j'ose cet anachronisme volontaire, l'histoire de Bertrand du Guesclin à la hussarde. Oui. Avec vous maintenant, nous allons revenir sur différents aspects d'un personnage beaucoup plus complexe qu'il n'y paraît. Europe 1, au cœur de l'histoire. Franck Ferrand, 14h, 15h sur Europe 1. Et nous sommes cet après-midi sur Europe 1 au cœur de l'histoire d'un héros médiéval, Bertrand du Guesclin. Pour en parler avec plus de précision, Franck Ferrand, vous recevez Claude Gauvard, historienne médiéviste, professeur émérite d'histoire au Moyen-Âge à l'université Paris 1, Panthéon-Sorbonne. C'est très émouvant, Claude Gauvard, cette mort de Bertrand du Guesclin. Moi, je me rappelle, enfant, dans une classe d'école, avoir assisté, si je puis dire, à la scène par récit interposé. Notre institutrice nous racontait la mort du grand soldat. On le voyait là sur une diapositive, allongé déjà au milieu de ses chevaliers. Et je vous avoue que j'avais la larme à l'œil. Ça fait une tente. C'est ça, vous vous rappelez ça, cette image, cette image d'Épinal, si je puis dire. Cette mort de du Guesclin, c'est un peu la mort d'un sursaut français. C'est ça l'histoire, dans l'inconscient collectif en tout cas. Bien sûr. Et puis alors, cette mort, comme toute la vie du Guesclin, a été évidemment enjolivée aussi. Et elle a été enjolivée parce que on a une source qui est une source à la fois très intéressante mais perverse, qui est une source de Cuvelier, à qui, effectivement, en 1390, donc quand même 10 ans après la mort de du Guesclin, Marie de Blois a commandé, n'est-ce pas, ce poème, ce long poème. Blois, oui. Alors Marie de Blois, c'est le côté Charles de Blois, c'est-à-dire les opposants au Montfort en Bretagne. Et voilà. Donc on est vraiment là dans, si vous voulez, tout ce qui est fait pour valoriser. Une légende dorée. Tout à fait. Et l'année précédente, en 1389,
en grande pompe, en mai 1389, le corps de Du Guesclin a été mis à Saint-Denis avec les chevaliers français et on est, si vous voulez, politiquement, il est annexé par les survivants de Charles V, en quelque sorte. Charles V est mort lui aussi en 1380, mois de septembre, Du Guesclin en juillet, comme vous l'avez rappelé, Charles V en septembre, et ce sont les survivants politiques, les Marmousets, oui. Qui c'est-à-dire les administrateurs d'une certaine manière. Les administrateurs, les réformateurs, qui ont repris le pouvoir avec le jeune Charles VI, qui n'est pas encore fou. Oui, qui n'est pas encore tombé fou. Voilà, entre 1388 et 1392, oui. Et ils ont fait énormément de choses pour reprendre en main le royaume. Alors, nous sommes mercredi aujourd'hui, ça ne vous a pas échappé, et j'espère que très nombreux sont nos jeunes auditeurs qui vont découvrir qui est Bertrand du Guesclin, car disons les choses, il ne fait plus partie des figures qu'on enseigne à l'école aujourd'hui, ou très peu, disons. Il y a des exceptions, je m'empresse de le dire pour que le standard n'explose pas, mais en tout cas, c'est vrai que lorsqu'on pose la question autour de soi, moi j'ai fait plusieurs fois l'expérience, et vous-même l'avez faite pas plus tard que ce matin, me dites-vous, les jeunes gens ne savent plus qui est ce personnage qui autrefois était présenté comme le héros des héros, en quelque sorte. Pour comprendre son importance, je pense qu'il faut expliquer ce qui s'est passé avant le règne de Charles V, l'effondrement de son père, de Jean II et de la chevalerie française face aux Anglais. En fait. Oui, tout à fait. Il y a deux choses qu'il faut bien comprendre. Il y a le problème breton et la guerre de Cent Ans. Exactement. Alors la guerre de Cent Ans a commencé, on va dire officiellement en 1337, et elle a été marquée par, vous l'avez d'ailleurs rappelé, mais par un certain nombre de défaites sur des grands champs de bataille, avec un Philippe VI qui n'a pas réussi, si vous voulez, à s'imposer. Donc la nouvelle dynastie, celle des Valois, qui succède aux Capétiens à partir de 1328, est quand même très menacée. On a Crécy 1346, Calais 1347, puis ensuite, donc 1350, la fin du règne de Philippe VI. Des défaites. Des défaites qui remettent, face aux Anglais. Voilà, qui remettent en question même la noblesse, qui remettent en question surtout le recrutement traditionnel de l'armée. C'était une armée de type féodal, avec des pour être un petit peu brutal, si vous voulez. Bon, une armée de type féodal, et on s'aperçoit que ce type d'armée ne correspond pas. Voilà, c'est ça. Alors, arrive donc Jean II le Bon, qui a eu beaucoup de difficultés, mais c'est aussi un très grand roi, il faudra un jour le réhabiliter, Jean II le Bon. Et il a essayé, si vous voulez, de faire un recrutement de l'armée un petit peu différent. C'est d'ailleurs comme ça qu'il remarque Du Guesclin. Je vais revenir sur la mode de recrutement, si vous voulez, mais en 1356, c'est la fameuse bataille de Poitiers, où il est fait prisonnier. Noyer-Maupertuis, juste à côté de Poitiers. Tout à fait, et qui est effectivement sur le champ de bataille, la bataille rangée. Or, la bataille reste encore, comme pour Bouvines, le jugement de Dieu. C'est-à-dire que finalement, les détracteurs des Valois vont dire « mais le sang des Valois est pourri ». Je cite, c'est pas moi qui l'écris. Mais bien sûr, c'est comme ça que c'est perçu. Voilà, c'est perçu comme une défaite de la dynastie. Donc, on est, du point de vue de la royauté, en très mauvaise posture, et la noblesse de même. Moyennant quoi, la noblesse est quand même aussi un fer de lance contestataire, et le roi a besoin d'argent, donc il est obligé de demander la réunion d'états généraux pour avoir des subsides. On a les clercs, les nobles, et les villes qui sont représentées, et les sommets. Le sommet, c'est justement 1355-1358, où on a à Paris surtout des réunions d'états généraux, avec l'épisode d'Étienne Marcel. Quasiment une révolution. Quasiment, voilà, absolument. Et quelque chose qui, si vous voulez, fait lever quand même le grain de la réforme. Et des réformateurs qui vont avoir peur quand même, et qui du coup vont changer de camp et s'allier au dauphin Charles, qui a été très menacé, bien sûr. Vraiment très menacé. Et qui va devenir lui aussi un grand roi, et ce fameux grand roi administrateur entouré de ces marmousets dont vous parliez. Tout à fait. Alors, ça c'est un premier épisode. Le deuxième épisode, je vais même en ajouter après un troisième, qui est le problème navarrais. Oui. Parce que c'est assez compliqué cette période. Il y a la Bretagne. Alors la Bretagne. La Bretagne, en 1341, le duc de Bretagne meurt sans enfant. Donc il y a deux possibilités de prétendants. Sa nièce, Jeanne de Penthièvre, qui est mariée avec Charles de Blois, qui est lui-même le neveu de Philippe VI. Ne citons pas trop de noms, parce que personne ne va les retenir. Non, mais bien sûr. Mais bon, il y a donc, si vous voulez, un camp qu'on pourrait appeler français. C'est ça. Français-valois. Et puis, il y a son demi-frère qui, lui,
est du côté des Montfort-l'Amaury et qui va très vite s'allier aux Anglais. Voilà. Et Donc, qui s'appuie sur la Bretagne bretonnante. Alors que les autres ils sont déjà s'appuient... très francisés. Voilà, ah oui, bien sûr. Donc c'est dans cette partie de la Bretagne que naît du Guesclin. La date, on l'ignore, Oui. 1320 ou 1323, peu importe, c'est vers 1320. Moyennant quoi, il y a un troisième problème. Alors la Navarre dont vous parliez, La Navarre, qui est Charles de Navarre. Alors Charles de Navarre, donc là on lui, descend vers les Pyrénées. Hein. voilà, oui, mais Charles de Navarre, lui, oui, mais il a aussi des possessions en Normandie. En Normandie et des appuis en Champagne et en Picardie. Donc, Charles de Navarre, lui, il prétend à la couronne de France par sa mère, Jeanne, qui avait été écartée parce qu'elle était peut-être bâtarde de Louis X. On est là sous les derniers Capétiens. Tout cela, il faut bien le comprendre, est le fruit d'une société qu'on appelle contractuelle, fondée sur des relations, des fidélités. J'appelle ça, moi, une société grenue. Comme une roche, vous voyez? Oui. Voilà, exactement, comme le granit. Vous voyez? Tout ça, ça se tient par des ciments, hein, des ciments que sont le serment, le contrat. On se prête fidélité, on se promet fidélité pour un temps court. Tout cela se superpose à des liens féodaux, à des liens de sang et d'alliance, et ça forme des coalitions qui envisagent le pouvoir. Et disons clairement que c'est affreusement complexe. Ah, c'est bien très entendu. complexe. Et c'est pour ça peut-être que du Guesclin est devenu ce symbole dans l'histoire beaucoup plus récente. Hein, c'est dans la façon dont on enseignait l'histoire à l'école sous les débuts de la République, c'est que on va voir se substituer à ce vieux système, à cette société grenue comme vous l'appelez, une société beaucoup plus moderne d'une certaine bien manière, sûr. beaucoup plus simple, Bien qui est une sûr. société étatique tout Bien simplement. sûr. Alors, tout cela se met au service de cette société étatique aussi. Et il joue, le roi de France joue là-dessus, bien entendu. Moyennant quoi, il a un adversaire. Parce que les Valois, qui sont mal en point, comme on vient de le dire, ont un adversaire de taille avec Charles de Navarre, qui lui est un noble, un grand noble, qui s'appuie sur des clientèles, qui a même un parti réformateur, lui aussi un parti politique, hein, devant lui, et qui a envie du pouvoir. Donc, c'est très compliqué pour les Valois, et ils doivent s'appuyer sur des fidélités. Et la grande force, justement, de Jean le Bon et ensuite de Charles V, c'est d'avoir pu s'appuyer sur du Guesclin. Alors, comment est-ce qu'ils l'ont connu? C'est ça qui est intéressant. Ah oui. Ils l'ont connu parce que, à cause de ce système dont vous avez parlé, de la guerre qui change un peu d'allure, hein, car c'est Jean le Bon qui a essayé de comprendre De rendre tout ça plus mobile, comme Voilà. l'étaient les Anglais eux-mêmes. beaucoup hein. plus mobile, de développer une guerre de siège et par conséquent d'avoir un recrutement de l'armée sur le même type que la société civile dont je parlais tout à l'heure, c'est-à-dire une société contractuelle. On fait des contrats de retenue, on achète le soldat, l'homme d'armes. Et c'est comme ça que du Guesclin, qui s'était fait connaître, recruté d'une certaine manière. il est recruté par le capitaine de Pontorson, Pierre de Villiers, qui d'ailleurs il va le remplacer ensuite. On est en 1355, 1357, et il appartient lui-même à la retenue du sire d'Audrem. Donc tout cela, c'est de l'argent. Alors du Guesclin, faut pas l'imaginer comme quelqu'un d'innocent. Alors, hein. justement, si vous le voulez bien, Claude Gauvard, après ce très beau cours de politique médiévale, si je puis dire, nous allons maintenant entrer dans le vif du sujet et dans le cœur du personnage pour essayer de comprendre qui était vraiment Bertrand du Guesclin. Europe 1, au cœur de l'histoire. Franck Ferrand, 14h, 15h sur Europe 1.
Vous avez reconnu le générique de Thierry Lafronde, où il est d'ailleurs souvent question de Duguesclin, car Bertrand Duguesclin, eh bien, c'est l'homme sur lequel nous nous sommes arrêtés cet après-midi. Jusqu'à 15h, Franck Ferrand, vous recevez Claude Govard, historienne, médiéviste, professeur émérite d'histoire au Moyen-Âge à l'université Paris 1, Panthéon-Sorbonne et auteur de Le Temps des Valois, paru dans la collection Une histoire personnelle. Et grâce à votre invité, on fait mieux connaissance avec ce héros médiéval, Duguesclin. Alors, Duguesclin, nous disiez-vous, Claude Govard, il ne faut pas l'imaginer trop, en quelque sorte, trop noble, trop beau. Qui était-il véritablement? Alors, bon, vous l'avez décrit à travers finalement le gisant, hein, Oui, c'est-à-dire voilà, oui. que, mais bien sûr, je pense pas qu'il était très beau, effectivement. Mais on le dit inculte, et là, je m'insurge. Je m'insurge parce qu'il y a plusieurs façons de s'insurger, de raisons de s'insurger. La première, c'est que un noble, et il était dans une famille noble, bretonne, pas excessivement riche, mais très en vue, hein, faut pas du tout une famille très pauvre, contrairement à ce qu'on a écrit, etc. Non, non, pas du tout. Il est d'une famille qui est très liée justement à Charles de Blois, donc qui a quand même, là aussi, qui est entré dans ces systèmes de clientèle dont je Oui, parlais bien tout sûr, à il l'heure. fait partie du système. Voilà, exactement. Ils font partie du système et il a reçu une éducation. Et cette éducation nobiliaire, elle n'est pas illettrée, contrairement à ce qu'on peut imaginer. Oui, c'est pas une tête brûlée, Pas du tout, complètement. pas du tout. Deuxième chose, sa première épouse, Tiphaine Ragnel. Tiphaine Ragnel, dont on ne sait pas quel âge elle avait quand il l'a épousée. Et l'objet de tant de chansons Voilà, et de poèmes. tout à fait. Mais elle est astrologue, elle est philosophe, elle a de la culture. Je vois mal un mariage avec une brute épaisse, mais bon. Sa deuxième épouse. Il y a des intellectuels, qui adorent les brutes épaisses. Oui, Enfin ça, nous bien fermerons sûr. vite la parenthèse. Mais troisième, mais je vais vous donner d'autres raisons encore. Bon, restons sur les mariages. Sa deuxième épouse, après la mort de Tiphaine Ragnel, il a épousé Jeanne de Laval, qui est, alors là, on est dans les hauteurs de la noblesse bretonne. Oui, on arrive Hein, voilà. dans des milieux presque royaux. Là. Tout à fait. Et là, il a donc créé à Paris un hôtel. Il a un hôtel. Et ce que les historiens ne regardent pas suffisamment, me semble-t-il, c'est un texte que j'ai expliqué moi avec mes étudiants autrefois, qui est une demande de supplique au pape. Alors je vais vous expliquer. On est en 1378 pour la plus grosse. Il y en avait déjà une en 1364, mais 65. Mais peu importe. Prenons celle de 1378. Il fait 25 demandes pour ses familiers, ses conseillers, son chapelain, son secrétaire. Il y a quasiment une maison princière. Mais en fait. bien évidemment. On a un hôtel princier. Alors, c'est pas parce qu'il envoie un messager porter une lettre qu'il ne sait pas écrire. Mais il a tout ce qu'il faut autour de lui pour être un homme, un administrateur. Parce que Duguesclin, c'est un vaillant, effectivement, incontestablement, mais c'est un homme aussi qui aime l'argent. Et qui sait gérer Qui en a l'argent. grand besoin, étant Mais donné bien le entendu. train de maison dont vous parlez. Mais bien entendu. On comprend dès lors que certains, dans l'entourage même du roi, se soient inquiétés de sa puissance, en Oui. se demandant s'il n'allait pas devenir en quelque sorte un État dans l'État. Oui, enfin, je n'irai peut-être pas jusque-là, mais vous savez, ce système de clientèle dont je parlais tout à l'heure impose effectivement des jalousies. Hein. Il faut mettre la main sur les offices. Et là, on a ce texte pour la papauté, c'est le pape Clément VII qui est sollicité. Pour 25. Vous vous rendez compte, c'est énorme quand même. 25 demandes pour des amis et des familiers. Bien. Mais on peut imaginer auprès du roi la même demande pour tel ou tel des conseillers de Duguesclin pour avoir tel ou tel office civil. Donc, je pense qu'il y a forcément, j'allais dire, la cour de France est un panier de crabes. Ce n'est pas un petit mercenaire isolé. Ah non, pas du C'est tout. un grand seigneur C'est un grand qui seigneur. vit comme pourrait le vivre un prince et qui a beaucoup plus que pignon sur rue. Ça, il faut Oui. vraiment en avoir conscience. Alors néanmoins, ça n'en est pas moins un tacticien hors pair. Ah oui. Si l'on devait résumer comme ça, encore une fois, nous sommes mercredi, si nous devions résumer à quelques traits principaux la tactique et même, pourquoi pas, la stratégie de Duguesclin. Quels sont ses points forts sur le champ de bataille, ou plus exactement, au pied des forteresses qu'il assiège? La rapidité, le harcèlement.
Le harcèlement. Ah oui, bien sûr. La guerre de siège, je suppose, du harcèlement. La terre brûlée autour. C'est pour ça que les paysans, effectivement, peuvent être très malheureux de ce type de guerre. Alors, si vous voulez, c'est une guerre moderne qui fait beaucoup de victimes dans la population civile. Et alors, c'est très intéressant parce que lui, là, on revient encore à la culture. À mon avis, il a lu au moins du Végès. Sur l'art de la guerre, Végès, fin 4e, début 5e siècle. Peu importe, mais en tout cas, il connaît ça. Oui. Mais bien entendu. Et on revient à cette guerre la ruse aussi. Quand vous dites la ruse, je me rappelle, alors ça ce sont de vieux souvenirs scolaires, mais est-ce que c'est vrai qu'il, pour faire nombre, pour donner l'impression à l'ennemi qu'il était plus nombreux qu'il n'était réellement, il envoyait des espèces de messagers allumer des feux un peu partout et faire comme c'est ça, c'est ce genre de choses-là. C'est très possible. Et ça rappelle certaines tactiques de l'Antiquité, d'ailleurs. Tout à fait. Donc il est possible qu'il ait lu les auteurs antiques. Mais au moins, il en a entendu parler. Et je crois que là, alors, ce qu'il faut aussi savoir, c'est que le roi Charles V, qui lui est un homme de cabinet, on l'appelle l'avocat quand on veut dire du mal de lui, parce que il passe son temps dans les dossiers, disons les choses. Il passe son temps dans les dossiers, mais il a quand même développé ce que son père avait mis déjà en place, mais il le développe, c'est ce qu'on appelle la mise en défense du royaume. C'est-à-dire qu'il a ordonné à toutes les places de se fortifier, y compris des églises, pour résister. Donc il a des points d'appui du Guesclin, vous voyez, parce que les villes sont en état de pouvoir, effectivement, à la fois tenir un siège et en même temps résister. Est-ce que du Guesclin peut, à bon droit, faire figure de restaurateur d'une souveraineté française à cette époque? Est-ce que cette image qu'on a accolée à sa figure est légitime, d'après vous? Je ne pense pas. Je ne pense pas parce que c'est pas forcément la vue de la noblesse. Et là, je voudrais revenir sur le problème breton de la fin. Je pense que du Guesclin voulait que la Bretagne prête hommage au roi de France. Oui. C'est pour ça qu'il est assez hostile aussi aux Anglais, la Bretagne bretonnante, etc. Bon. Parce que la Bretagne fait partie du royaume. C'est un fief. Voilà comment il le voit. Mais l'annexion qui est prévue, soutenue par un autre conseiller Bureau de la Rivière, avec lequel il n'est pas du tout d'accord, eh bien, il n'en veut pas. Pourquoi? Parce que l'annexion, c'est justement la souveraineté. Et quelque part, il y a là un pas qu'il n'a peut-être pas voulu franchir. On est peut-être un peu trop tôt dans le processus, en quelque sorte. Je pense, oui, bien sûr. Regardez les problèmes résurgents de notre Bretagne chérie, voilà. Est-ce qu'on pourrait parler d'un tandem, d'une certaine manière, entre du Guesclin, qui est le bras armé, et Charles V, qui est la tête pensante? Alors là, tout à fait. Là, tout à fait. Parce que Charles V n'est jamais allé sur un champ de bataille. Mais non. C'est pas Jean le Bon, c'est un homme de cabinet. Oui. Non, mais c'est pas Jean le Bon. Il a été un peu échaudé, il faut le dire. Oui, il faut bien le dire, bien entendu. Mais d'abord, il est malingre, il n'a pas du tout la force physique, mais il a l'esprit. En revanche, ce qu'il adore, lui, Charles V, c'est la joute oratoire. Oui. Le débat du clerc et du chevalier, pour savoir qui possède la souveraineté, qui doit sauver les âmes du royaume, etc. Voilà. Mais du Guesclin reste un grand noble. Voilà, je pense que c'est comme ça qu'il faut le voir. Et pour lui, attaché à cette terre bretonne, à ce fief breton, avec la notion d'hommage, parce que c'est un homme de fidélité. Ça, je crois que c'est tout à fait vrai, que ce soit un homme de fidélité. C'est un preux. On a voulu en faire le 10e preux, vous le savez. Oui, voilà. Eh bien, voilà. Mais c'est un preux, mais avec tout ce que ça comporte, effectivement, d'images un peu d'Épinal, comparable à Arthur, comparable à Hector, comparable à David. À cette différence près que le personnage est tout ce qu'il y a de plus réel, historique et véritable. Absolument. Merci beaucoup, Claude Gauvard, de vos explications toujours lumineuses et vives. Je rappelle le titre de votre ouvrage, justement, sur cette période, Le Temps des Valois, aux presses universitaires de France, dans la collection Une histoire personnelle. Le Temps des Valois de Claude Gauvard. Merci infiniment. Et dans un instant, Franck Ferrand, vous nous donnerez et nous expliquerez les origines de l'expression « revenons à nos moutons ». C'est à suivre sur Europe 1. Europe 1, au cœur de l'histoire. Europe 1, au cœur de l'histoire. Retour aux origines. Et aujourd'hui, Franck, c'est Linda, fidèle auditrice, qui vous pose cette question sur la page Facebook Au cœur de l'histoire. Pourriez-vous revenir sur l'origine des expressions « revenons à nos moutons » et « moutons de Panurge » ?
Alors, l'expression « revenons à nos moutons » est tirée de la littérature, mais d'une vieille littérature. On est dans une de ses plus célèbres pièces du XVe siècle qui s'appelait « La farce de Maître Patelin ». C'est une comédie qui met en scène un procès dans lequel le plaignant, c'est un drapier qui s'appelle Guillaume Joussaume, ce drapier se retrouve par hasard face à deux personnes qui l'ont volé. Alors il y a l'accusé, à qui il reproche d'avoir volé ses moutons, et Pierre Patelin, son avocat, qui aussi l'aurait escroqué, ce pauvre Joussaume, alors qu'il lui achetait des draps. Et décontenancé de voir Maître Patelin en ces lieux, le plaignant, qui avait commencé à raconter au juge toute l'histoire du vol de moutons, etc., commence à délirer et à mélanger les deux histoires. Et le juge, lui, passe son temps à dire « Mais revenons à ces moutons !» Ça fait rire, bien entendu, par le comique de répétition, et c'est l'origine de l'expression « revenons à nos moutons ». Quant à l'autre expression moutonnière, si je puis dire, celle des moutons de Panurge, ça nous ramène, vous le savez, à François Rabelais, bien entendu. On est dans le quart-livre. Panurge, qui est un des compagnons de Pantagruel, se trouve sur un navire. Il cherche à acheter un mouton à un vendeur de bétail. Ce dernier fait traîner la transaction. Il se moque de Panurge, etc. Et pour se venger, une fois l'affaire conclue, Panurge jette par-dessus bord la bête qu'il vient d'acquérir pourtant à un prix fou. Et évidemment, vous savez ce qui se passe quand un mouton fait un mouvement, les autres font pareil. Donc tout le reste du troupeau va se jeter par-dessus bord. Voilà ce que dit le narrateur. Panurge, ayant payé le marchand, choisit dans le troupeau un beau et grand mouton. Il l'emporte criant et bêlant. Tous les autres crient et bêlent, regardant où l'on mène leurs compagnons. Soudain Panurge, sans un mot, jette à la mer le mouton criant et bêlant qu'il venait d'acheter. Tous les autres moutons, criant et bêlant de même façon, commencèrent à sauter par-dessus bord et à se jeter à la mer. Je ne sais pas pourquoi, cette histoire m'en rappelle beaucoup d'autres nettement plus contemporaines. Je voulais vous dire, Claude Gauvard, juste avant que nous nous quittions, que plusieurs de nos auditeurs nous font remarquer que nous n'avons pas parlé de la bataille de Cocherel, qui est évidemment le grand fait d'armes de notre du Guesclin. Alors, je les renvoie à votre ouvrage, tout simplement, et puis je me dis que ça pourrait faire l'objet d'une autre émission. À très bientôt et merci beaucoup, Claude Gauvard.